On va désormais accueillir sur scène, elle est déjà debout, Anne-Marie Cortezero. Vous êtes professeure à l'Université de Rennes en... Et stop, le reste, c'est pas la peine. On s'arrête là. En écologie et génétique des insectes, ça c'est bon pour les présentations. Chercheuse à l'IGEP, qui est l'Institut de génétique, environnement et protection des plantes. On va vous écouter là pour une présentation des enjeux de la table ronde qui va suivre, dans laquelle on vous retrouvera. Plantes de service et ravageurs des cultures, c'est donc le sujet qu'on va aborder à présent. Merci beaucoup pour les présentations et merci pour l'invitation. Oui, je me suis permis de t'arrêter parce qu'il y a une petite erreur. Je ne suis pas à la fois professeure et directrice de recherche. J'occupe ces deux fonctions, mais je n'ai pas les deux salaires. Donc, je vais vous parler des mécanismes qui sont impliqués dans la régulation des ravageurs des cultures. Et j'ai mis un S à exemple, mais vu le temps que j'ai, je vous présenterai juste un exemple, mais qui est un peu un fil rouge de différentes présentations qui ont eu lieu aujourd'hui. Donc, la question qui se pose, c'est de réguler les insectes ravageurs des cultures qui sont très très abondants. Et donc en petit clin d'œil, vous retrouvez ici le niébé sur cette photo qu'on a vu tout à l'heure pour des problèmes de maladie, mais il est également sujet à des attaques d'insectes, la bruche du niébé, sur laquelle j'ai fait ma thèse au passage. Donc beaucoup d'insectes et un gros défi, trouver des moyens pour lutter contre ces insectes, des moyens qui sont compatibles avec une gestion agroécologique des cultures, des systèmes de culture, et c'est là qu'interviennent les plantes de service, qui sont un des leviers vraiment intéressants, pertinents, pour essayer de lutter contre ces insectes, pour contrer ces attaques d'insectes. Donc, pour mobiliser ces plantes de service, il est essentiel de bien comprendre comment elles agissent, parce que c'est quand on comprend comment elles agissent qu'on va réussir à les mobiliser et surtout à fiabiliser l'utilisation de ces plantes de service, puisque s'il y en a parmi vous qui utilisent des plantes de service, notamment contre les insectes, ils savent que un coup ça marche, un coup ça marche pas. Alors on verra qu'il y a différents éléments qui montrent, qui font que parfois ça ne fonctionne pas, mais souvent c'est parce que finalement on a des caractéristiques des plantes, des traits, qui ne sont pas au rendez-vous par rapport à la fonction qu'on va chercher à obtenir. Donc je refais ici un lien qui a déjà été évoqué dans la présentation de Muriel notamment, entre finalement le service qu'on cherche à favoriser, donc ici c'est bien la régulation des bioagresseurs, la régulation des insectes, et donc pour ça on va chercher à mobiliser des fonctions de ces plantes de service par rapport à ces bioagresseurs, mais ces fonctions elles sont liées à des traits que vont exprimer ces plantes de service, et donc c'est quand on comprend un petit peu tout ce qu'il y a derrière qu'on arrive à les mobiliser de manière pertinente et efficace. Alors, si on vient sur les mécanismes et les modes d'action des plantes de service par rapport aux ravageurs, il y a deux grands modes d'action qui ont été évoqués également dans les présentations précédentes. Donc un mode d'action qui est direct, c'est-à-dire qu'on va chercher à faire en sorte que le ravageur ne vienne pas sur la culture. Et puis un mode d'action qui est indirect, où on ne va pas viser le ravageur lui-même, mais on va viser ses ennemis naturels, que ce soit des parasitoïdes ou des prédateurs, qu'on va chercher à attirer, à mobiliser par l'utilisation de plantes de service. Pour comprendre comment fonctionnent les plantes de service et qu'est-ce qu'on va chercher comme très pertinent chez les plantes de service, mais c'est important de revenir un tout petit peu en arrière, de faire un tout petit flashback pour se poser la question, mais oui, mais c'est quoi l'écologie de ces insectes et finalement, sur quoi est-ce que l'on va pouvoir agir en mobilisant des plantes de service. Donc si on revient au cycle biologique d'un insecte phytophage, donc un insecte qui va utiliser une plante pour une partie de son cycle biologique, eh bien cet insecte phytophage, il va avoir une première phase où il va chercher la plante sur laquelle il va pouvoir faire une partie de son cycle, donc une partie de localisation de cette ressource qui est essentielle pour cet insecte. Une fois qu'il aura localisé cette plante, eh bien, il va devoir l'accepter, soit pour y pondre, et en l'occurrence ici, ces pontes vont pouvoir donner des descendants qui peuvent être les ravageurs qui vont poser problème pour la culture, puisque ces larves vont pouvoir s'alimenter de la culture. Donc la femelle qui arrive va décider si oui ou non elle pond sur la culture. Parfois les ravageurs vont directement consommer la culture, et c'est eux qui vont décider si oui ou non ils la mangent. Et puis ensuite, ben, il y a le développement
développement du ravageur sur la culture qui va permettre au ravageur de boucler son cycle. Eh bien, les plantes de service, elles vont interagir avec l'intégralité de ces phases-là. Donc c'est sur ces phases-là qu'on va chercher à jouer pour diminuer finalement l'occurrence et les dégâts qui sont causés par les ravageurs. Donc si on regarde ces trois grandes phases, localisation, acceptation et développement l'une après l'autre, et qu'on se pose les questions sur voilà, quel mécanisme on va chercher à favoriser dans nos plantes de service pour limiter soit la colonisation, soit l'acceptation, soit le développement, eh bien c'est ce que je vous propose. Donc on arrive finalement aux fonctions de ces plantes de service. Donc quand on cherche à perturber la localisation de la culture par le ravageur, eh bien on peut mobiliser différentes fonctions. Il peut y avoir une fonction qui consiste à attirer le ravageur davantage que ce qu'il est attiré par la culture pour le détourner. On peut aussi utiliser des plantes de service dissuasives, répulsives, qui vont repousser ce ravageur pour qu'il ne vienne pas sur la culture. On peut également utiliser des plantes de service masquantes qui vont masquer la présence de la culture. Et puis on peut utiliser des plantes de service qui vont bloquer le mouvement des ravageurs et l'empêcher d'arriver par différents aspects au niveau de la culture. Et donc ensuite, quand on regarde ces fonctions, en dessous, il y a des traits des plantes de service. Et c'est ces traits des plantes de service qu'on va chercher à sélectionner quand on va faire de la sélection variétale sur ces plantes de service. Donc quels sont les traits qu'il y a derrière tout ça? Eh bien, il y a beaucoup de traits qui sont liés à la chimie des plantes, puisque les plantes vont émettre des odeurs, des composés organiques volatiles, qui sont la carte d'identité à distance d'une plante, mais également d'autres types de ressources, et que les ravageurs sont capables de percevoir. Donc ces composés organiques volatiles vont attirer ou repousser ces insectes ravageurs. Il y a également la couleur de la plante, sa taille, sa biomasse, son architecture, l'architecture notamment, qui va être essentielle si on cherche à bloquer le mouvement de ces ravageurs. S'agissant de l'acceptation de la plante, donc la fonction principale qu'on va chercher, c'est de perturber justement cette acceptation, cette sélection de la plante par le ravageur une fois qu'il arrive à proximité de la culture, et on va chercher également à réduire la ponte. Donc les traits qui sont impliqués, on retrouve des traits chimiques qui peuvent être eux aussi volatiles, donc ça peut être des odeurs. Une fois que l'insecte est posé sur la plante, il va encore être dans un milieu olfactif qui va lui donner des indications sur oui ou non cette plante je vais y pondre ou je vais y manger. Et puis quand il est au contact de la plante, il va percevoir des composés de contact qui vont lui indiquer qu'il n'est pas sur la bonne plante. Il va y avoir également des aspects de couleur, de taille et d'architecture qui vont pouvoir agir. Également, finalement, sur le développement. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est que pour que les insectes se développent, eh bien, il faut qu'ils arrivent quand même, donc on va chercher à les attirer, mais finalement on va choisir des plantes de service qui ne vont pas permettre le développement des larves des ravageurs. C'est ce qu'on appelle des plantes pièges, sans issue ou dead end en anglais. Donc ces plantes-là vont permettre de stopper finalement le développement du ravageur, parce que c'est bien beau de l'attirer, mais s'il se développe sur la plante de service et que ça fait un énorme réservoir de ravageurs pour la culture suivante, c'est quand même pas très intéressant. Donc on cherche quand même à limiter le développement. Et puis il peut y avoir des plantes également qui vont réduire la survie ou la durée de vie de ces insectes ravageurs, qui peuvent être également très intéressantes comme plantes de service. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On retrouve des odeurs, des composés volatiles, mais cette fois-ci des composés qui peuvent être toxiques. Donc il y a des composés volatiles qui vont intoxiquer les ravageurs et donc qui vont jouer ce rôle d'arrêt finalement du développement du ravageur. Et puis il y a également des composés de surface ou des composés internes qui vont être anti-appétants, qui ne vont pas donner envie aux insectes de manger ou qui vont pouvoir être toxiques. Et puis sur certaines plantes de service, il y a parfois la production de composés collants qui vont littéralement coller le ravageur sur la plante de service. Si on s'intéresse maintenant aux mécanismes indirects, aux ennemis naturels, mais là aussi c'est intéressant de retourner un petit peu en arrière pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour favoriser ces ennemis naturels. Donc ces ennemis naturels, ils ont besoin d'un certain nombre de ressources
pour être présents, pour survivre, pour se développer, pour se reproduire. Et donc c'est ces ressources-là que l'on va chercher à apporter lorsqu'on apporte une plante de service. Donc notamment, les ennemis naturels ont besoin de différentes structures qui vont leur servir d'abri, notamment dans nos régions tempérées où la période hivernale est assez compliquée à traverser pour ces organismes. Donc les plantes de service, dont les haies, dont il a été question dans une présentation, pour moi en tout cas, c'est une vraie plante de service qui va pouvoir servir d'abri aux ennemis naturels. Ces ennemis naturels aussi, ils ne vont pas se nourrir uniquement des ravageurs qui sont présents sur la culture. Ces ravageurs qui sont présents sur la culture, eh bien, ils sont présents parfois à un certain moment de l'année, mais les ravageurs, les ennemis naturels, ils ont besoin de manger toute l'année. Donc la présence d'autres ou de proies de substitution qui ne sont pas les ravageurs des cultures sur les plantes de service, ça peut être des choses qui sont tout à fait intéressantes. Et puis, ce qu'on sait moins, mais qui est une réalité, c'est que ces ennemis naturels ne mangent pas que des proies, que ce soit des prédateurs ou des parasitoïdes. La nourriture végétale, le nectar en particulier, c'est quelque chose d'essentiel pour leur survie, leur reproduction. Et donc, c'est typiquement ces ressources-là que l'on va mettre en place pour attirer, maintenir les ennemis naturels à proximité. Et maintenir, ça veut dire deux choses. Ça veut dire les garder à proximité de la culture qu'on va chercher à protéger, et puis faire en sorte que ces ennemis naturels soient le plus nombreux possible et se multiplient grâce à ces ressources qui sont disponibles. Donc si on refait ce lien entre fonctions et traits pour ces fonctions particulières qui vont viser plutôt des ennemis naturels, donc qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à nourrir ces ennemis naturels, on va chercher à les nourrir par la présence par exemple de nectar ou de pollen sur la plante de service, mais également la plante de service, elle peut héberger des hémiptères comme des pucerons par exemple qui vont produire du miella, et beaucoup d'ennemis naturels se nourrissent de ce miella. Donc ce miella qui est présent sur la plante de service grâce aux hémiptères qui sont dessus, eh bien ça va permettre aux ennemis naturels de rester à proximité, de se multiplier. Et puis, comme je viens de le dire, ces plantes de service peuvent également héberger des proies ou des hôtes alternatives. Donc là, les traits qu'on va chercher, c'est de la sécrétion de nourriture sous la forme de nectar floral, mais également et beaucoup de nectar extrafloral qui est accessible et qui va être présent pendant une période plus étendue que le nectar floral. Le pollen peut être également un trait important. Et puis on va retrouver également des traits de couleur, d'odeur qui vont attirer ces ennemis naturels. Et puis un élément important également, c'est des éléments de phénologie. À quel moment ces ressources de nourriture vont être présentes par rapport au moment où les ennemis naturels, on cherche à les mobiliser. Concernant les abris, donc on va chercher à protéger, comme je le disais, ces ennemis naturels contre des conditions météorologiques qui sont défavorables, donc en créant un microclimat qui est favorable. On va chercher également à les protéger contre leurs propres prédateurs, donc ce qu'on appelle la prédation intraguilde, ou les hyperparasitoïdes s'il s'agit de parasitoïdes. Et puis, chose également importante, c'est que un agrosystème, c'est un système qui est perturbé, qu'on le veuille ou pas, il va y avoir des perturbations régulières. Et donc ces plantes de service, ça va parfois être des sortes de havres de paix dans lesquels finalement il va y avoir moins de perturbations que dans la culture. Donc ça peut être également un intérêt, une fonction de ces plantes de service. Les traits qui sont associés sont divers et de différentes tailles, à différentes échelles. Donc ça peut être des trichomes, ça peut être des domaties ou des cavités qui sont présentes sur les plantes qui vont permettre d'abriter des petits ennemis naturels. Ça peut être l'architecture de la plante qu'on va viser, ça peut être sa biomasse, ça peut être sa phénologie également qui va être importante. Et juste pour finir ce panorama avec quelque chose qui commence à être étudié, mais qui a été encore très peu documenté pour les plantes de service. La plupart d'entre vous ici commencent à être familiers avec ces aspects de communication plante-plante. Et donc les plantes de service peuvent, par un effet qu'on appelle un effet priming, peuvent booster les défenses, directe ou indirecte, celle qu'on vient de voir à l'instant, de la plante cultivée, soit via une communication aérienne par les odeurs de la plante de service, soit via une communication souterraine, via les exudats racinaires de la plante de service. Donc ça, c'est connu pour des plantes en général. C'est assez peu documenté sur les plantes de service.
Donc si on veut conclure cette partie-là sur les mécanismes et aller vers un peu des perspectives, donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un consensus global sur ces différents mécanismes, mais même si ce que je vous ai raconté vous a peut-être paru évident, eh bien, tous ces mécanismes, on les connaît très très mal pour les plantes de service. Ils sont très très mal caractérisés à l'heure actuelle. Ces traits des plantes de service et donc l'efficacité qu'il va y avoir derrière des plantes de service vont varier à différents niveaux, ils vont varier à différentes échelles. Évidemment, ils vont varier entre espèces, on en a un petit peu parlé. On a parlé également de variété, on a parlé de génotype. Donc tout ça, ce sont des choses qui font faire varier l'expression de ces traits et la présence de ces traits. Mais également, on a vu qu'il y avait pas mal de chimie derrière l'efficacité de ces plantes de service. Et il peut y avoir des différences qu'on appelle des chémotypes, donc simplement des différences de composés chimiques qui sont présents chez différents types de plantes de service. Et comme je le disais, la caractérisation de ces traits est loin d'être complète. Rajoutez à cela que l'expression de ces traits va dépendre énormément des conditions pédoclimatiques dans lesquelles vont se développer ces plantes de service, mais également des pratiques culturales qu'on va mettre en place. En fait, ces conditions pédoclimatiques vont jouer sur les plantes de service, vont jouer également sur les ravageurs, leur présence et sur les comportements des ennemis naturels. Donc tout ça va se mélanger et donc quand on regarde les choses au champ, on a tout un tas d'éléments qui vont varier en même temps et on va avoir du mal à démêler et à savoir qu'est-ce qui joue exactement. Également à noter, mais Muriel en a parlé également, c'est que l'efficacité de ces mécanismes, qu'ils soient directs ou indirects, dépend fortement de l'implantation spatiale de ces plantes de service, mais également de l'implantation temporelle. Donc en gros, il reste encore beaucoup de place pour la recherche concernant ce lien trait-fonction chez les plantes de service. Et je voulais vous annoncer une bonne nouvelle par rapport à la recherche. On vient d'apprendre hier qu'un projet qu'on avait monté avec un collectif sur les plantes de service, financé par le PARSADA, va pouvoir démarrer très prochainement. Donc les questions que je vous ai évoquées ici, mais d'autres également qui ont été abordées par Muriel notamment, vont être présentées. Alors je ne sais pas si je suis arrivée au bout de mon temps, donc à ce moment-là je ne vous montre pas d'exemple, c'est pas grave. C'est pas grave, je peux m'arrêter là, on en parlera à la table ronde. Je peux m'arrêter ici. On va poursuivre avec la table ronde. Merci. Peut-être s'il y a une question pour Anne-Marie Cortésero avant de s'installer autour de la table. Donc nous avons une question. Je crois qu'il y a un micro qui va circuler où je peux y aller. Pouvez-vous relever la main pour vous signaler au point? Voilà. Oui, merci pour l'exposé. Donc c'est clair qu'il y a beaucoup de travail pour les étudiants, pour les thèses, tout ça, parce que c'est plus une remarque. Il est clair qu'aujourd'hui, en tant qu'opérateur et vraiment praticien sur le terrain, et les agriculteurs, quand j'entendais M. Lausier ce matin qui disait qu'en fait, oui, on constate qu'il y a des choses qui marchent, par contre on ne sait pas comment les expliquer. Et il est clair que pour bien connaître son ennemi, il faut d'abord savoir comment il est, sa physiologie, et au même titre, pour bien cibler les outils qu'on va avoir en face, avoir quelque part, historiquement, voilà, quand on avait une problématique de mauvaise herbe, on mettait telle molécule, on savait que ça marchait à telle dose, à tant de %. Alors bien sûr, on sera dans un côté combinatoire et ça ne sera pas forcément aussi simple que ça avec tout ce qu'on aura dans notre ressource agronomique. Par contre, les agriculteurs et les opérateurs sont vraiment en forte attente parce que les restrictions de chimie vont plus vite que les solutions agronomiques. Donc c'est vrai que le fait d'avoir des outils, de savoir que telle problématique va pouvoir, je vous entendais votre thèse aujourd'hui, il en est, et puis j'ai des collègues derrière qui sont aussi concernés, sur les bruches, que ce soit des pois ou des lentilles, et c'est vrai qu'on est vraiment complètement orphelin d'une grosse problématique sur la France. Et c'est vrai que si on avait des solutions, par exemple, vous voyez, c'est un point précis, mais ça serait super.
Merci pour ce questionnement. Une réponse à apporter ou on poursuit la discussion? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut des travaux qui sont nécessairement longs et spécifiques pour répondre aux questions. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a répondu pour la Bruche que ça va être la même chose pour l'Altis, par exemple, du colza, donc on va pouvoir mobiliser les choses. Donc ça demande forcément du temps. Et on est bien conscient du côté de la recherche que ce temps passe très vite. Oui, on pourrait s'arrêter juste avant, comme ça me permet de faire de la pub, parce que j'ai pas été au bout de ma présentation et on peut la laisser un tout petit peu. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on travaille dans un collectif de chercheurs et puis de personnes également des instituts techniques, il y a des étudiants sur les plantes de service et comment les mobiliser. Donc on a un réseau de personnes qui sont intéressées, qui se réunissent. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer un petit mail ou à me contacter à travers la chaire pour que vous soyez associés. Et donc on a produit deux choses grâce à ce collectif. Un article d'opinion, donc vous avez les noms ici des personnes qui ont contribué à cet article d'opinion, qui reprend, on retrouve des choses qu'on a discutées ce matin, et notamment qui conclut que oui, donc il y a la Marguerite qui était présentée là sur les mécanismes des différents bioagresseurs, mais qui conclut, si on doit faire une grosse conclusion, que c'est un véritable défi de mobiliser des plantes de service dans des systèmes de culture, parce qu'il faut les gérer, comme on l'a dit, comme une culture, plus ou moins, mais tout aussi difficile, gérer les 10 services qui vont avec. Et donc, dès le début, il faut se dire que la plante de service, elle peut apporter des services, mais elle peut apporter des 10 services. Et dans les itinéraires techniques, il faut gérer les deux. Et puis, il y a un petit ouvrage, Quae, où, si vous voulez savoir des choses sur les plantes de service, tout y est, des mécanismes, des pratiques, et puis des success stories et des non-success stories. On va continuer tout de suite à aborder ces sujets-là. Anne-Marie, je vais vous laisser vous asseoir et on va demander aux autres intervenants de nous rejoindre sur scène. Donc 3 autres voix. Vincent Roulois de l'entreprise Novaflore, vous pouvez venir. Benjamin Coussy de la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences et Céline Robert de Terre Innovia. Tout le monde est là. Bienvenue. Donc, comme pour la table ronde précédente, il y a 2 micros à se partager. 30 minutes, ça passe vite, donc on va se lancer dans le vif du sujet avec, comme tout à l'heure, une partie laissée aux questions du public, notamment étudiants, durant 10 à 15 minutes. Je vous présente un petit peu plus dans le détail. Donc, Vincent Roulois, responsable du service recherche et développement, qui est dédié à l'étude des interactions faune-flore, créée en 2010 dans l'entreprise Novaflore du côté d'Angers. C'est une entreprise qui accompagne les collectivités, les professionnels du paysage, mais aussi les agriculteurs. On va en parler dans leur projet de fleurissement. Benjamin Coussy, vous êtes ingénieur d'études à la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, la FNAMS, qui représente 19 000 agriculteurs avec à la fois un volet syndical et une activité technique qui là nous intéresse. Anne-Marie Cortezero, je m'épargne la présentation, on l'a déjà faite. Et Céline Robert, vous êtes chargée d'études chez Terre Innovia, l'Institut technique des cultures oléoprotéagineuses. Il y a plusieurs antennes sur le territoire, mais notamment une tout près d'ici, Heureux. Donc, après la présentation d'Anne-Marie Cortezero, on va continuer à parler de la réalité de ce sujet des ravageurs et des cultures en 2025. Alors, quels ravageurs pour quels dégâts? On va peut-être commencer avec Céline Robert dans la filière des cultures oléoprotéagineuses. Je vais essayer de ne pas buter à chaque fois sur le mot. Dans cette filière, il y a plusieurs petites bêtes qui viennent poser des problèmes qui sont importants, des problèmes de débouchés, en affectant parfois les rendements ou alors la qualité des cultures. Et on fait un focus peut-être en particulier sur 2 espèces, rapidement. Oui. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc en effet, sur les cultures dont Terre Innovia s'occupe, donc principalement le colza, mais également les légumineuses, la gestion des ravageurs est un enjeu qui est vraiment majeur depuis maintenant de nombreuses années. Et on voit que les populations sont de plus en plus importantes depuis un certain nombre d'années, avec des solutions qui se réduisent en fait. On a des problèmes de pucerons,
mais les pucerons sont loin d'être aujourd'hui les ravageurs les plus problématiques sur nos cultures. C'est surtout des problèmes de coléoptères. Donc sur colza, on en a déjà bien parlé aujourd'hui avec Muriel et Anne-Marie, donc notamment avec l'altis d'hiver, qui est vraiment le ravageur qui pose aujourd'hui le plus de difficultés sur colza, avec également le charançon du bourgeon terminal, avec des attaques qui interviennent au moment de l'implantation, qui a été une étape qui est vraiment critique pour le colza, puisque un colza qui est bien implanté, ensuite va pouvoir faire face à tous les aléas en fait, qui vont survenir dans le reste de la culture. Et puis on a également des problèmes notamment sur légumineuses, on en a parlé tout à l'heure, avec notamment les bruches qui posent des problèmes, là pas tant en termes de rendement mais plutôt en termes de qualité à la récolte, avec des productions du coup qui passent en alimentation animale et qui ne peuvent pas être valorisées pour l'alimentation humaine, ce qui entraîne des pertes aussi pour les producteurs. Benjamin Coucy, pour la FNAMS, alors les cultures en porte-graines, elles ont notamment cette particularité de se déployer sur des petites surfaces et donc avec là des problèmes spécifiques, mais aussi tout un cortège de bioagresseurs qui peut s'y développer. Oui, alors du coup, c'est exactement le même constat que Céline pour Terrinovia. On a des gros problèmes de coléoptères sur nos cultures. En fait, on a donc des cultures qui sont très très variées sur les cultures porte-graines pour produire les semences. Et en fait, on a beaucoup de bioagresseurs qui sont sur ces cultures, beaucoup d'insectes ravageurs. Et en fait, du coup, on essaie de travailler un peu des sujets autour des plantes de service sur ces ravageurs. Et notamment, ce qu'on travaille, c'est les pucerons de la betterave. Donc, il y a une diapo qui a été présentée ce matin dans le cadre du PNRI, là, piloté par l'INRAE et l'ITB. Donc nous, on a participé aussi pour faire des essais sur les cultures porte-graines de betterave au niveau des plantes de service pour les pucerons. Et puis, on travaille des choses un peu plus spécifiques pour nous, par exemple, au niveau de... Voilà, un sujet, par exemple, c'est la carotte porte-graine, où on travaille un ravageur qui est les punaises qui vont piquer au niveau des fleurs ou des graines qui sont en maturation. Et là, on essaie de travailler avec des plantes de service. On a identifié que, par exemple, l'aneth, qui est de la même famille que la carotte, est intéressante pour justement attirer les punaises et la détourner de la carotte. Donc voilà, des exemples qu'on peut avoir chez nous. On reviendra sur les pistes que vous explorez pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes-là et puis aux limites aussi qui se présentent à vous. Il y a plusieurs facteurs qui viennent aujourd'hui aggraver le problème que représentent les ravageurs pour les agriculteurs. On reste avec vous, Benjamin Coucy. Quand on a préparé cet échange, vous en avez identifié 3. On a déjà parlé évidemment de l'évolution des réglementations, du changement climatique. Il y avait aussi un point sur le rôle des échanges commerciaux dans l'aggravation du problème. Oui, alors effectivement... Comme en fait on a des échanges avec d'autres pays au niveau de l'export et de l'import, on peut se retrouver avec des espèces qui peuvent être invasives en fait sur le territoire et qui vont commencer à être des espèces qui vont nous poser des problèmes s'il peut y avoir invasion au niveau français. Alors il y a toute une réglementation qui est très stricte avec un gros travail au niveau de l'État pour justement empêcher que des espèces invasives puissent pénétrer sur le territoire, mais le risque zéro n'existe pas. Et donc on peut se retrouver avec certains cas où des espèces vont arriver sur le territoire et ça engendre des nouvelles problématiques en plus de ce qu'on peut avoir effectivement sur le réchauffement climatique et la réglementation, la réduction des produits phyto notamment. Sur l'évolution des réglementations, on va passer le micro à Vincent Roulois. Sur ce point-là, vous avez observé à Novaflore, parce qu'en fait le marché agricole n'est pas votre marché principal, mais vous avez observé que l'interdiction de certains produits a amené depuis un certain moment, mais peut-être plus fortement aujourd'hui, les agriculteurs à se tourner vers vous. Oui, tout à fait. Bonjour. Je voulais juste compléter la présentation que vous avez faite. Vous avez évoqué le fait qu'on proposait des solutions de fleurissement, ce qui est vrai. Mais pas que. En fait, aujourd'hui, à Novaflore, on s'est spécialisé dans le développement de mélanges fleuris en faveur de la biodiversité, au travers de solutions qu'on peut proposer, notamment au monde agricole, effectivement. Et c'est ce qui fait aussi le cœur du travail de R&D qu'on mène depuis 15 ans. Donc le fleurissement est une partie de l'activité, mais pas uniquement. Concernant effectivement votre question par rapport à l'évolution réglementaire, je dirais qu'il y a encore une dizaine d'années, le monde agricole, je pense, n'était pas complètement prêt, ou en tout cas avait une vision des bandes fleuries ou des jachères fleuries plutôt en tant qu'outil de communication. Enfin, nous, on l'a plutôt perçu comme ça en interne. Et il y avait notamment des dossiers avec les fédérations des chasseurs ou autres où
on sentait bien que le besoin de redorer un peu le blason, en tout cas d'embellir les campagnes, était vraiment présent. Et depuis quelques années, je dirais depuis 3-4 ans, le monde agricole se tourne vraiment vers nous pour du coup trouver des outils, des vrais outils, ou en tout cas des solutions alternatives, parmi d'autres bien sûr, puisque les bandes fleuries ne sont pas les seuls outils. Et on voit notamment un certain nombre d'industriels, de groupements de producteurs, de coopératives qui cherchent justement à concevoir des solutions sur mesure par rapport à leurs problématiques. Et on a mené déjà depuis pas mal d'années des essais, des expérimentations sur ça. Notamment avec des maraîchers, des vignerons. Exactement, sur tout un tas de contextes ou de systèmes agricoles, l'arboriculture, en vigne, en culture légumière ou en grande culture également. Alors les réglementations évoluent et Céline Robert, vous souhaitiez ajouter un mot sur les phénomènes aussi de résistance aux insecticides ? Oui, puisque en effet, parallèlement à l'évolution de la réglementation, eh bien aujourd'hui, on a des phénomènes de résistance aux insecticides qui restent, qui apparaissent, notamment par rapport à l'altise d'hiver. Aujourd'hui, dans certains territoires, les pyréthrinoïdes sont devenus complètement inefficaces et les agriculteurs, du coup, n'ont plus ce type de solution disponible. Et donc, il est plus que jamais urgent d'avoir des stratégies alternatives. Donc, pour certains ravageurs, comme pour l'altise, on a des choses à proposer, mais ce n'est pas forcément le cas pour tous les ravageurs. Et donc, quelqu'un le soulignait dans la salle tout à l'heure. Pour certains, aujourd'hui, on ne sait pas quoi proposer. Donc ça rejoint la dernière question qu'on a eue dans le public, à savoir voilà, la nécessité de changer de modèle aussi, avec avant un problème égale une solution, ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui. On résume comme ça. Oui, c'est tout à fait ça. C'est là donc qu'arrivent nos plantes de service auxquelles on s'intéresse aujourd'hui pour lutter autrement contre les ravageurs. Il y a eu déjà des exemples de cités, mais donc l'ânette, le radis chinois ou encore le coquelicot peuvent s'avérer utiles à travers différents mécanismes que vous avez mis en lumière. Anne-Marie Cortezero, donc on reste avec vous. Vous avez expliqué qu'il y a finalement différentes fonctions: attirer, repousser ou nourrir. Vous n'avez pas forcément cité ce projet sur lequel vous avez travaillé, Contrôle Alt, autour des médiateurs chimiques. On redit rapidement un mot sur ce projet-là. Oui, tout à fait. Donc, c'est les diapos que je n'ai pas pu vous montrer, j'étais plus bavarde que prévu. Donc, on a depuis 3-4 ans un projet justement sur l'altise d'hiver, l'altise du colza. Et donc, on s'est posé ces questions sur est-ce qu'on peut mobiliser des plantes de service. On avait déjà des travaux qui avaient notamment été conduits par Terre Innovia et de la bibliographie qui nous incitaient à penser que le colza, oui, c'est une plante qui est attractive pour ce ravageur, mais ce n'est pas la plus attractive. Donc, on est allé, c'est un ravageur qui est spécialiste des brassicacées. Et donc, on est allé chercher dans un panel d'espèces de brassicacées, par rapport à la bibliographie et les travaux antérieurs, différentes brassicacées pour en trouver des plus attractives que le colza. Et donc, on a trouvé le radis chinois et la navette, hein, notamment, qui sont plus attractives que le colza. Et donc, on s'est dit, ah oui, tiens, ces plantes-là, ça peut être des plantes de service. Et donc, c'est ce qu'on a testé dans le projet. Donc, en effet, ces plantes, et notamment la navette, est plus attractive pour l'altise que le colza. Et dans le projet, on cherche à aller plus loin et à savoir en quoi elle est attractive, pour essayer d'identifier les médiateurs chimiques qui sont impliqués, donc les composés organiques volatiles qui sont impliqués. Donc il y a toute une phase d'analyse de ces émissions volatiles, de validation par différents dispositifs, et notamment par du comportement de l'attractivité de ces composés, et de tests sur le terrain. L'idée étant d'utiliser peut-être une plante de service, mais une des problématiques des plantes de service, c'est la place qu'elles prennent. Et donc si on veut qu'elles jouent un rôle et qu'elles soient compétitives par rapport à une culture qui va forcément prendre plus de place, mais peut-être une stratégie, c'est de mettre une plante de service et puis de rajouter des composés attractifs qui vont encore plus attirer le ravageur. Et donc c'est là-dessus qu'on travaille, notamment dans le projet. Donc on peut retrouver cet ouvrage là, que vous avez présenté, réalisé par un collectif, si on souhaite s'informer plus amplement sur le sujet des plantes de service. Vincent Roulois, on l'a dit, Novafleur est spécialisé sur les mélanges fleuris et vos clients viennent vous voir donc surtout pour des problématiques de pucerons. C'est là que vous avez en stock donc des fleurs moi ça m'a surprise parce qu'elles sont bien connues, mais qui ont entre autres pouvoir d'attirer des insectes auxiliaires. On va plutôt jouer sur la fonction nourrir qu'a évoqué Anne-Marie Cortezero. Oui, alors en fait,
C'est vrai que dans le panel des plantes qu'on utilise aujourd'hui pour les compositions qu'on crée, on utilise à peu près 500 variétés de plantes florales, ce qui est relativement important. Et du coup, la question principale, c'est le choix des plantes qu'on va utiliser en fonction de l'objectif. On est toujours, depuis ce matin, je pense qu'on parle toujours un peu de ça, de l'usage du service. Et donc, on va cibler en fonction de la problématique les plantes qui vont composer les mélanges. Dans le cadre de la problématique des ravageurs, nos mélanges vont avoir pour objectif d'attirer les auxiliaires de ces ravageurs. Et donc le choix des plantes, il se fait. Alors nous, on a choisi l'angle de la R&D pour choisir ces plantes, justement, dans le cadre d'un programme qu'on a appelé le programme Attract, où en fait, on a des parcelles d'expérimentation où on sème les espèces en pur. Donc là, on ne parle pas de mélange, on est en amont, je dirais, de ce travail de mélange. On vient choisir les espèces de manière individuelle. Donc on les sème en petits carrés, les unes à côté des autres. Il faut s'imaginer un peu comme un grand damier, en fait, où vous allez retrouver les plantes du coquelicot, de la marguerite, du bleuet, etc., sur des surfaces identiques de 2 mètres carrés. Et en fait, on va venir comptabiliser les insectes sur chaque espèce pendant leur période de floraison, ce qui va nous amener en fait à connaître et mesurer et quantifier l'attractivité de chacune des plantes pour les différentes catégories d'insectes. Et toutes ces données accumulées au fil des années nous permettent au final de créer des mélanges sur mesure, encore une fois, en fonction des insectes qu'on va cibler. Donc voilà, ça c'est pour les fleurs. C'est peut-être d'une fleur dont on va parler avec Céline Robert, mais d'un radis qui, avec d'autres leviers, il faut le dire, d'autres leviers actionnés, a permis à des agriculteurs de protéger leur champ de colza de l'altise d'hiver, qu'on a cité à plusieurs reprises. C'est l'occasion donc de parler de ce projet qui s'appelle Concerto, qui a eu un autre nom avant et qui est renouvelé là pour 6 ans supplémentaires. Ah, le micro ne fonctionne pas, je vous passe. Là, ça doit marcher. Ça fonctionne. Oui, donc suite à l'émergence en fait des résistances aux insecticides dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, un certain nombre d'agriculteurs, notamment dans l'est de la France, se sont trouvés un peu démunis. Et donc, du coup, on a décidé de monter en fait un projet avec un groupe d'agriculteurs localisés sur les plateaux de Bourgogne, donc en plein cœur du secteur à forte résistance. Dans un secteur où ils sont plutôt sur des sols superficiels. Et donc, l'objectif de ce projet, c'était de travailler avec eux et d'essayer d'imaginer justement de nouvelles stratégies qui pourraient permettre en fait de gérer notamment la problématique des altises en ayant le moins recours possible, voire pas du tout, aux insecticides. Donc du coup, on a réalisé un certain nombre d'ateliers avec eux, notamment également avec l'UMR Agronomie. Et dans le cadre de ces ateliers, en fait, eh bien, on a identifié 3 axes de travail, donc, qui reposent notamment sur des plantes de service. Donc un premier axe pour essayer d'avoir un colza robuste, donc des cultures robustes. Et donc pour ça, associer le colza avec des légumineuses gélives, eh bien, on sait que c'est un levier qui fonctionne et qui permet d'avoir un colza qui va être vigoureux, qui va être bien nourri. Également, comme Muriel l'a montré ce matin, il s'avère que lorsque le colza il est associé avec ces légumineuses gélives, eh bien, le nombre de larves d'altis dans les plantes est également réduit. Même si on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, il y a bien un effet. Donc ça, c'est le premier axe qui a été identifié avec les agriculteurs. Le deuxième axe a consisté à essayer de favoriser en fait la régulation naturelle sur le territoire. Donc pour ça, eh bien, on s'est rendu compte que bien sur le territoire, il fallait favoriser davantage les espaces semi-naturels et également travailler sur la connectivité entre ces différents maillons. Donc pour ça, dans le cadre de RDD2 à l'époque, comme il s'appelait, on a travaillé plutôt sur l'implantation de bandes fleuries pour favoriser du coup ces auxiliaires. Et là, dans la suite, dans Concerto, également, il y a un accent qui va être mis pour mettre en place des haies sur le territoire. Et enfin, le dernier levier qu'on mobilise, en fait, c'est essayer de manipuler le comportement des altises, en fait, pour les détourner en fait, du colza au moment de la levée. Donc pour ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les altises, en fait, l'été, sont dans les bords de champs, dans les bosquets. À l'automne, les adultes vont migrer dans les parcelles. Et donc l'objectif, là, c'est qu'au lieu que les altises
aillent dans les parcelles de colza, on les détourne dans les parcelles d'interculture. Et donc dans ces parcelles d'interculture, les agriculteurs en fait vont mettre soit de la navette, soit du radis chinois, et ça va permettre de diluer les populations d'altise en fait sur le territoire. Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que ça va donc permettre de réduire les populations d'altise l'année en cours, mais également l'année suivante, parce qu'en détruisant finalement ces intercultures, eh bien on va également détruire les larves qui sont à l'intérieur de la navette ou du radis, et donc ça va permettre de réduire le stock pour l'année suivante. Donc il y a eu de bons résultats avec le projet Concerto, en tout cas sur l'objectif de lutter contre les ravageurs, et même un projet qui s'est décliné ailleurs sur le territoire, on y reviendra un peu plus tard. Ce qu'on comprend de toute façon depuis le début de la journée, c'est que les plantes de service, elles sont tout sauf magiques et qu'il y a des freins à lever en passant de la théorie à la pratique. Chez les agriculteurs multiplicateurs de semences qui font de la betterave en porte-graines, Benjamin Coucy, on peut parler de l'avoine rude qui a été mentionnée plus tôt dans la journée. Ça peut fonctionner, mais il y a quand même plusieurs points de difficulté qu'on peut aborder. Alors c'est vrai que cette technique d'introduire de l'avoine rude avec de la betterave donne des très bons résultats pour réduire à la fois les populations de pucerons et les transmissions de viroses. Mais on voit, donc on parlait de disservice, mais plus généralement c'est des difficultés technico-économiques en fait, qu'on peut détecter. Donc le premier c'est le coût, finalement le coût pour implanter et acheter les semences. Après, il faut avoir une très bonne implantation de l'avoine dans cette stratégie pour qu'on voit un effet en fait sur les populations de pucerons, et donc il faut être bien technique pour faire cette bonne implantation. Après, comme la plante, on a notre avoine qui est en plein ou dans l'interrang, c'est-à-dire qu'on ne peut pas intervenir mécaniquement pour désherber si on a besoin dans cette situation, ce qui fait qu'on peut avoir dans certains secteurs un peu des problèmes d'adventices graminées qui vont être résistantes à des herbicides, et donc si on ne peut pas les détruire chimiquement au bon stade, eh ben on va se retrouver embêté dans la suite du cycle. Et puis comme autre point aussi, c'est que donc on a une concurrence qui peut avoir lieu de l'avoine sur la betterave, donc il faut la détruire à un moment donné évidemment, et finalement faire cette destruction chimique avec un produit chimique, alors qu'on essayait d'économiser justement un produit insecticide pour pas détruire les pucerons de cette manière. On se retrouve à mettre un herbicide finalement pour détruire. Si on peut le coupler avec une intervention qu'on aurait déjà fait dans l'itinéraire herbicide, ça va bien, mais si on est obligé de faire cette intervention spécifique, voilà, c'est un problème qu'on peut avoir supplémentaire par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter, peut-être Anne-Marie Cortezero, sur les disservices qui peuvent être liés à des plantes de service? C'est un des sujets que vous avez évoqué dans votre présentation. Alors, les disservices... ça fonctionne. On les a évoqués un petit peu ce matin, mais c'est vrai qu'on marche un peu sur un fil avec les plantes de service, parce que vous l'avez vu dans les traits que j'ai évoqués, il y a souvent la biomasse. Oui, la biomasse c'est bien beau, mais une plante qui a une forte biomasse, elle va devenir assez compétitive pour la culture qui peut se trouver à proximité, donc il faut gérer ça de manière très parcimonieuse. Si je peux juste ajouter un mot, pour ne pas donner une mauvaise impression aussi, et pour essayer de dézoomer un tout petit peu, en fait, là, dans la présentation que j'ai faite, c'était des plantes de service pour réguler les insectes ravageurs, mais finalement, plus ça va, plus on s'interroge sur des plantes multiservices. Alors, multiservices déjà d'un point de vue de régulation, et c'était un peu le point de vue de l'article d'opinion que j'ai présenté très très brièvement, déjà parce qu'on va gérer des insectes, des maladies, des adventices, des insectes aériens, des insectes souterrains, des nématodes, etc. Et donc, on ne peut pas se permettre d'ajouter une plante de service par bioagresseur. Déjà, pour un bioagresseur, c'est compliqué, donc et c'est pour ça que l'approche par trait, elle est vraiment intéressante. L'approche aussi dont on a parlé ce matin, de combiner peut-être plusieurs espèces dans un mélange de plantes de service avec finalement un panel de solutions, mais qui est complètement difficile à gérer, parce que les plantes qui sont ensemble en interaction, parfois elles vont se nuire également, et les traits qu'on va chercher à favoriser contre un bioagresseur, finalement ils vont être inhibés par une autre plante et ça ne va pas forcément fonctionner. Et l'autre élément sur lequel je voulais insister simplement aussi, c'est par rapport à la discussion qu'on a pu avoir, bien avoir en tête que c'est un levier formidable, mais que ça ne restera à mon avis qu'un levier partiel, donc à combiner avec d'autres leviers et à trouver justement l'ajustement qui va bien pour pouvoir gérer ce panel de bioagresseurs ou d'autres problématiques par rapport au carbone par exemple. Donc on a parlé des freins techniques, des freins financiers. Céline Robert, avec Terrinovia, vous observez aussi certains verrous organisationnels, voire psychologiques,
Un mot rapidement sur ce que vous entendez par verrou psychologique et que vous observez. Oui, on s'est rendu compte notamment sur la partie bande fleurie. À la base, en discutant avec les agriculteurs, on a cru que c'était uniquement un frein au niveau financier finalement. Et en fait, on s'est rendu compte que si on levait ce verrou financier, et bien finalement, ils se posaient d'autres questions, ils avaient d'autres problèmes, et notamment un problème en termes d'organisation. Donc finalement, ce qui a été décidé en discutant avec le groupe, c'est qu'il y aurait un agriculteur qui gérait le semis des bandes fleuries, qui ensuite les entretiendrait pour le collectif en fait, et gérait toute la partie fauche. Donc c'est une des forces finalement aussi de travailler avec un collectif et d'échanger avec eux, c'est que finalement c'est pas forcément ce qu'on s'imagine qui pose problème. Il faut creuser, il faut essayer de creuser et ensuite réussir à trouver des solutions qui finalement se trouvent avec l'aide de tout le monde. La dernière question qu'on va se poser ensemble, c'est de se demander comment amplifier ce recours aux plantes de service, avec un premier point, c'est celui de poursuivre les travaux de recherche et développement, l'expérimentation toujours en lien avec le terrain. Vincent Roulois, vous avez déjà expliqué comment Novaflore travaillait avec cette plateforme d'essai pour tester les mélanges fleuris de façon fine. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous faites aussi de la compilation de données, vous regardez aussi ce qui se fait ailleurs pour le valoriser. Oui, tout à fait, mais je pense que dans tous travaux de recherche, on ne s'en tient pas uniquement à nos résultats en général. En fait, il y a deux niveaux en termes d'expérimentation chez nous. Il y a ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le travail par espèce, et ensuite il y a effectivement le travail par mélange, la validation scientifique des solutions qu'on va créer. Et ça, on le fait alors soit sur des plateformes d'essai chez nous, ou alors dans le cadre de problématiques ravageurs, on va évidemment valider, en tout cas évaluer nos solutions directement chez les professionnels. Et donc là, on va mener des essais en partenariat avec le monde agricole dans les différents systèmes de culture que l'on travaille. Et c'est ça qui va nous permettre de valider ou pas la solution. D'un point de vue, je dirais, écologique par rapport aux insectes notamment et aux interactions avec les ravageurs, mais aussi le point qu'on vient d'évoquer, d'un point de vue agronomique aussi. Est-ce que, parce que c'est vrai que la mise en place, notamment des bandes fleuries, c'est déjà 50% du résultat. Il n'y a pas uniquement les plantes qui le composent, mais il y a aussi l'implantation qui est importante. La notion de coût, malgré tout, puisque tous ces critères-là entrent en compte dans la composition d'un mélange, en fait. Et donc, tous ces paramètres-là, on va les valider en expérimentant, justement, avec les différents acteurs du monde agricole. Et enfin, au-delà des projets qui sont menés localement, il semble aujourd'hui nécessaire, vous allez me dire, mais de penser l'introduction de plantes de service à l'échelle territoriale et puis de façon collective. La réflexion, elle est encore récente pour les cultures porte-graines, Benjamin Coucy. On peut parler de cet exemple de la facélie pour dire que l'introduction de mélanges fleuris, ça peut fonctionner, ça reste complexe et donc il faut imaginer ça sur un territoire. On a parlé de la... Ça fonctionne, oui, vous entend. On a parlé de la facélie ce matin, effectivement, qui est une espèce très intéressante pour les pollinisateurs. Mais ce qui a été observé dans le cadre du PNRI là, sur les pucerons de la betterave, c'est que ça pouvait être un réservoir en fait, aux jaunisses de la betterave. Et donc, en fait, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser la facélie justement dans les mélanges, mais ça veut dire qu'il y a une complexité dans l'utilisation, notamment au niveau d'un territoire, parce que si on met en place différents leviers pour essayer de réduire les jaunisses au niveau de la betterave et qu'en fait on a par exemple la facélie qui peut servir de réservoir, ça peut diminuer en fait finalement l'efficacité de tous les autres leviers qu'on essaie de mettre en place. Donc c'est qu'il faut qu'il y ait une gestion un petit peu collective par rapport à ça, et c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire nous justement au niveau des cultures porte-graines en région centre, où on a travaillé un mélange fleuri pour justement fournir à la fois des ressources pour les pollinisateurs et puis des ressources pour nicher pour la faune en fait dans le secteur. Et donc c'est un projet qui a été fait en collaboration à la fois avec les chambres d'agriculture. Il y avait la FNAMS, l'association Homo Territoire, la Fédération des chasseurs, etc., l'OFB. Et en fait l'idée c'était de créer un mélange qui pouvait convenir à tout le monde et qui puisse justement être utilisé au niveau du territoire pour contenter vraiment tous les objectifs du mélange. Et donc ça c'est un mélange qui a été créé qui s'appelle Polyphoniflore. Et donc il y a vraiment eu un travail concerté à ce niveau-là.
Et on termine donc sur ce sujet-là en revenant sur le projet Concerto, Céline Robert. Il y a 43 dispositifs du même genre en fait, qui ont vu le jour dans le sillon de ce projet-là. Et donc c'est l'occasion de dire qu'en fait, il faut tout un écosystème autour des agriculteurs pour que ça fonctionne. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs facteurs à réunir, quoi. Du temps, des finances. Oui, du coup, pour lever un peu les verrous liés à l'utilisation de toutes ces plantes de service, en effet, il y a un volet. Il faut lever le verrou financier. On en a déjà bien parlé aujourd'hui. Également, le verrou organisationnel, comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Et puis, c'est la force du collectif, d'avoir un collectif à la fois un groupe d'agriculteurs, mais également des experts avec des compétences différentes. Donc, dans le cadre de ce projet Concerto, on a fait venir des experts en entomologie, également les experts de l'INRAE qui sont venus. Là, depuis quelque temps, on mobilise également d'autres partenaires comme la LPO, également d'autres structures en fait qui sont spécialisées dans la mise en place de haies et de bandes fleuries et qui réalisent aussi des diagnostics sur les exploitations pour conseiller au mieux les agriculteurs sur l'implantation de ces aménagements en fait. Et vous avez été surprise de voir que ce projet essaimait peut-être plus largement que ce que vous aviez imaginé ? Alors, par rapport aux 43 dispositifs que vous citez, en fait, ce n'est pas des dispositifs type R2D2 à l'échelle territoriale, mais en effet, dans le cadre d'un autre projet du plan de sortie du FOSMET, en fait, la stratégie des intercultures pièges, qui est issue de R2D2, a été proposée à des structures, à des partenaires comme des chambres d'agriculture, des coopératives, pour les tester en fait à l'échelle nationale. Et donc cette stratégie a eu un grand succès sur le territoire. Alors dans les secteurs où il n'y a pas de hernie évidemment. Et donc ces partenaires ont été très moteurs pour tester ces intercultures pièges. Et c'est une des sorties, des sorties en fait de ce projet du plan de sortie du FOSMET. Merci à tous les quatre pour cet échange. Je vais me tourner vers le public. On a désormais une dizaine de minutes pour répondre à vos interrogations et toujours dans l'idée de prendre le plus de questions possible. L'idéal est de rendre sa question concise et synthétique et on va se déplacer avec des micros parmi vous. Une première question. Bonjour, merci pour votre intervention. J'aurais une question pour Madame Cortezero. Est-ce qu'il serait possible d'utiliser des plantes carnivores comme plantes de service, puisqu'elles attirent les insectes, et il y aurait probablement peu de compétition, vu que c'est des plantes qui sont habituées à des milieux pauvres et qui utilisent justement les insectes et leurs proies en général pour subvenir à leurs besoins? Alors, on peut tout à fait l'imaginer. À ma connaissance, ça n'est pas utilisé. Alors, les plantes carnivores, elles ont besoin de milieux très très particuliers et très très pauvres en nutriments pour se développer. Par contre, c'est pas complètement farfelu, puisque j'ai des collègues qui ont travaillé sur l'utilisation de plantes carnivores pour lutter contre le frelon asiatique, avec l'idée que ça attirait le frelon asiatique et que ça permettrait d'éviter sa propagation. Donc, oui, pourquoi pas, mais à ma connaissance, ça n'est pas fait. Merci pour cette première question. Y en a-t-il d'autres? Oui. Là, on parlait surtout des moyens de lutte avec les plantes de service, mais dans un premier temps, je sais que notamment pour le cacao, toutes les variétés qui sont créées passent par l'université de Reading qui va elle-même reproduire les variétés pour être sûre d'envoyer uniquement des variétés sans ravageurs. Est-ce que vous pensez qu'un système similaire il pourrait être mis en place avec d'autres cultures, des grandes cultures comme le blé, le riz ou le colza par exemple? L'idée étant d'éviter d'introduire des bioagresseurs avec les plantes, c'est ça qu'il y a derrière. C'est toi peut-être qui a parlé de ça, non? Oui, en effet, je pense que, moi, c'est pas du tout mon domaine, donc je sais pas comment ça se pratique quand on a des nouvelles variétés, mais c'est vrai que historiquement, la problématique des ravageurs, elle est liée aussi à la diversification et puis au fait qu'on a importé des passagers clandestins sous la forme de ravageurs sur des greffons, par exemple, de plantes, ne serait-ce que pour la vigne. Ça s'est passé comme ça, le phylloxéra. Actuellement, je ne sais pas exactement comment
comment ça se pratique et si l'un d'entre nous est en mesure de répondre. Je ne suis pas sûre. Pas moi. Ou une réponse un peu prospective. Je ne sais pas en fait comment ça se passe et comment. Je suppose que c'est fait, mais je n'ai pas d'infos. Bon, ça restera une question sans réponse qui vous empêchera peut-être de dormir ce soir pour y trouver une réponse. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Oui, merci pour la présentation. Et ma préoccupation, c'est techniquement, ces plantes utilisent des hormones, des odeurs globalement pour repousser le bioagresseur. Est-ce que c'est possible de faire des synthèses, des biosynthèses en quelque sorte, pour aussi utiliser en termes d'application, en support à ces plantes de service? Je pense que je peux répondre. Anne-Marie Cortez-Zéro. Donc là, c'est parfaitement dans mon domaine. Donc moi, je travaille sur le plan de service, mais je travaille, si je dois me caractériser, je travaille en écologie chimique parce que je m'intéresse aux molécules qui vont influencer le comportement des insectes. Et donc, on a un gros projet également financé par le Parsada sur l'utilisation de médiateurs chimiques pour attirer ou repousser des insectes. Et en effet, l'objectif est d'identifier sur la base de plantes ou d'autres éléments des composés qui vont pouvoir influencer le comportement, notamment des composés répulsifs, et d'utiliser ces composés directement sans les plantes. Donc ces composés, on va aller les chercher notamment dans des huiles essentielles, puisqu'elles vont concentrer les émissions volatiles des plantes. Et puis on va ensuite identifier ces composés pour composer un parfum répulsif qu'on va diffuser dans les cultures. Et on travaille avec ça avec un partenaire qui est présent sur Rennes qui s'appelle Agriodor, qui est donc une société qui s'est montée et dont l'objectif est de développer des odeurs pour protéger les cultures. Donc on est vraiment dans la thématique, même si on s'éloigne un tout petit peu des plantes de service, mais la base, ça peut être des plantes, mais ça peut être également d'autres sources d'émissions de composés. Merci pour cette question. Y en a-t-il d'autres ? À l'avant de la salle. Merci à tous pour ces présentations et cette table ronde. J'ai une question. En fait, est-ce que vous avez connaissance de travaux qui combinent à la fois l'observation ou l'analyse ou l'évaluation de services de pollinisation et de services de régulation? Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, les plantes de service nourrissent autant des auxiliaires que des pollinisateurs. Ou bien repoussent des pollinisateurs, ou bien repoussent des frelons asiatiques. Enfin voilà. Est-ce que vous avez connaissance de ce genre de mixte, de travaux un peu... En fait, effectivement, je vous rejoins dans le sens où quand on implante des bandes fleuries pour les auxiliaires, évidemment, il n'y a pas de barrière qui arrête les pollinisateurs pour y aller également, donc on en attire également. Le champ de l'optimisation des rendements, nous, on ne l'a pas encore trop creusé sur nos travaux. Pour autant, je pense que dans la biblio, il y a déjà des choses qui existent sur certaines cultures. De mémoire, j'avais vu des choses passer sur le tournesol également. Et puis, je crois le colza, donc peut-être à confirmer. Mais en tout cas, pas les deux ensemble. Soit l'étude de l'optimisation des rendements, soit la protection de la culture vis-à-vis des ravageurs. Mais moi, je n'ai pas connaissance d'un mix des deux. Moi non plus, pas tellement de connaissance du mix des deux, mais une sensibilisation en fait qu'il faut considérer l'ensemble finalement des auxiliaires, que ce soit des pollinisateurs ou des ennemis naturels. Et c'est des choses qu'on a discuté pour l'article d'opinion et puis l'ouvrage Quae. Et en fait, comme on est un collectif assez diversifié, on s'est rendu compte que quand même on travaillait pas mal en silo. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui travaillent sur les pollinisateurs, puis il y a les gens qui travaillent sur les ennemis naturels, puis il y a les gens qui travaillent sur les maladies. Et donc ça, c'était un des aspects qui a été extrêmement important dans ce collectif, c'est déjà de partager un petit peu ensemble, de partager aussi un langage commun, parce qu'on a l'impression qu'on travaille tous sur la même chose et qu'on va discuter exactement de la même manière, mais ce n'est pas forcément le cas. Et donc ça nous a demandé un travail assez long déjà de comprendre un petit peu les uns et les autres comment travailler, avec quels objectifs et quels leviers mobiliser. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question. Alors quand on travaille sur le terrain, souvent on va regarder un petit peu l'ensemble, mais c'est
quand même assez cloisonné. Hein. Je pense que, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont plus d'informations là-dessus, mais c'est relativement cloisonné quand même. Pollinisateurs et ravageurs ou ennemis naturels. Oui. On peut redonner le titre de l'ouvrage auquel vous faites allusion, donc les plantes de service vers de nouveaux agro-écosystèmes, qui a été imaginé par le collectif PS Créa. Y a-t-il d'autres questions? Alors, c'est pas vraiment une question, je ne sais pas si ça répondra à la question de tout à l'heure sur la partie des semences et des parasites qu'on peut avoir sur les semences. C'est vrai que tout le système je dirais international et plus particulièrement français est vraiment ciblé sur tout ce qui est semences certifiées et puis tout ce qui est contrôlé. On a des cahiers et des charges, et chaque parasites ou choses qui peuvent être allouées à une espèce sont identifiées, et on doit fournir des analyses qui certifient qu'il n'y a pas tel parasite et autres, que ce soit bactérie, que ce soit maladie, que ce soit impureté, pureté spécifique ou variétale, sur toutes les semences que l'on met à disposition des utilisateurs. Merci pour ce commentaire. Je crois qu'il restait peut-être une dernière question à l'avant. C'était la même chose. Je voulais donner la même réponse que vient de donner mon collègue. Je rajouterais que justement certains opérateurs ne respectent pas forcément les règles, des opérateurs qui ne sont pas des entreprises avec des agréments, et donc c'est par ces voies-là qu'on peut avoir l'introduction de petites saloperies. Pour les appeler comme ça. Pas d'autres questions dans la salle? Je vais remercier les intervenants qui sont sur scène. Je vais vous inviter à rejoindre vos sièges. Merci.